direction. Gagné, c'est l'école yo mène. Gagné qui mène dans prison. Mais gon chimè en vérité. La paix descend, la paix monte, mais pas mener en quel côté. Souchi me pas dit temps, nous tout a fait marcher, mais nous pas qu'on côté nous pour aller. Souchi me pas dit temps, nous marcher côte à côte, mais nous pas vle parler yon ak l'autre. Nous tant kou ti moun kape boudé, tant kou ti moun qui m'a fâché. Nous plutôt critiquer, Jean yon l'autre a marché. Pour n'pas ouais, nous-mêmes tout n'a bouété. Si te connais, si te connais, si te connais, pour qui n'a pas marché. Si te connais, qui côté n'a pas allé. Aujourd'hui, faut t'avancer, river. Si te connais, Souchi me pas dit temps, nous croiser mes crayons, qui comprennent yo c'est gros connaisseurs. Yo connaît tout chapitre, yo connaît tout verset, et yo fon réciter paquet. Yo déclaré c'est l'idée yo yeah. Yo vle tout moun suivi yo pied pour pied. Mais l'on gade à terre, ouais, te marché. Sous même trace, yo te fait avant hier. Si te connais, si te connais, si te connais, pour qui n'a pas marché. Si te connais, faut t'avancer, river. Si te connais, si te connais, si te connais, pour qui n'a pas marché. Si te connais, qui n'a pas allé. Aujourd'hui, faut t'avancer, river. Souchi me pas dit temps, que moun qui toujours dit. On nous baille mais pour faire un gros chien. Parce que c'est un seul genre. Pour nous six bonnes perdus. C'est pour nous bouquer marcher graine par graine. Tout le monde dit, ça c'est une vérité. Tout le monde dit, ça c'est une belle idée. Les comme ça ou longer, ni mes droites, ni mes gauches, mais gen moun qui met des mains en poche. Si te connais, si te connais, si te connais, pour qui n'a pas marché. Si te connais, qui n'a pas aller. Aujourd'hui, faut t'avancer, river. Si te connais, si te connais, pour qui n'a pas marché. Si te connais, côté n'a pas aller. Aujourd'hui, faut t'avancer, river. Aujourd'hui, faut t'avancer, river. Aujourd'hui,
quand t'avances rivé. Ici, Pasteur Doréus est avec vous pour Perspective. Aujourd'hui, le sujet, c'est la refondation de l'État haïtien. Et notre invité à cet espace, c'est professeur Jacques Nézy. Alors, professeur Jacques Nézy est avec nous pour la toute première fois. C'est docteur en politique, disons sciences politiques. C'est aussi un homme de médias. Professeur Jacques Nézy est surtout connu, vient de publier, disons, aux éditions Gouttelettes, Haïti, la fabrique d'une communauté des semblables, des solutions pour l'avenir. En tout cas, nous sommes très heureux, très honorés d'accueillir sur nos médias Dr Jacques Nézy, à qui je dis bonjour. Professeur Jacques Nézy, bonjour, ça va bien? Oh, le son est... Je ne vous reçois pas, professeur Jacques Nézy. Ah oui, voilà. OK. Oui, bonsoir, Pasteur Doréus, bonsoir à tous les internautes, les auditeurs de cette émission. Très ravi de répondre à votre invitation. OK. Mais aujourd'hui, nous parlons de ce beau sujet, la refondation de l'État d'Haïti. Pouvez-vous nous présenter peut-être un portrait de la situation actuelle, professeur Jacques Nézy? Bon, on va dire que la situation actuelle, elle est très dramatique pour, on peut dire, trois raisons l'expliquent, ou bien trois facteurs expliquent cette dramatisation. Mais quand je dis dramatisation, c'est parce que nous, on dramatise la question comme on est en train de le faire très souvent, certaines presses, c'est-à-dire scénariser la question, en construire un narratif pour attirer les regards. Non, c'est une situation dramatique parce que eh bien, il s'agit de la perte de vie humaine. Il s'agit de la disparition, alors que Haïti n'est pas en situation de guerre. Par exemple, de la disparition de centaines de personnes par jour. Et alors qu'en Ukraine, dans son affrontement avec la Russie, ne compte pas autant de victimes. Alors qu'Haïti, c'est là où la situation à Haïti est dramatique encore. C'est que paradoxalement, elle n'est pas en guerre, alors que ce qui se passe a tout l'air d'une configuration guerrière, où il y a des acteurs, c'est-à-dire des groupes armés qui sont puissants et qui revendiquent leur capacité à tuer, leur capacité à exercer un droit de vie ou de mort sur les Haïtiens. Bon, et puis deuxième élément de cette dramatisation, c'est la banalisation de la question haïtienne dans l'opinion publique internationale. Il y a ici ou là, des fois, quelques manchettes ou bien quelques émissions de certaines chaînes internationales consacrées à Haïti, mais le fond reste un objet de mépris, d'indifférence de la part des médias internationaux. Et puis ensuite, les médias internationaux ont un prisme dévalorisant de la question haïtienne. Et comme qui dirait, il y a une sorte de malédiction renouvelée, une sorte de permanence, de constante, irréversible, à bien croire les analyses ou bien les observations présentées par les médias internationaux.
Et puis, troisième élément, c'est l'absence de conscience nationale auprès des élites et auprès des élites dirigeantes. On ne peut pas dire qu'il y a des élites dirigeantes. J'ai envie de dire qu'il y a des catégories mafieuses qui assautent le pouvoir parce que le pouvoir en Haïti est source d'accumulation, source de richesse. On le verra tout à l'heure. C'est-à-dire ceux qui exercent les attributs de l'État au nom de l'État exercent le magistère, c'est-à-dire le pouvoir, mais c'est un pouvoir qu'ils exercent en vue de défendre leurs intérêts et non de la défense de l'intérêt national. Donc il y a, on peut dire, des groupes qui sont en lutte pour le pouvoir, parce que le pouvoir se traduit par la mise en pratique de situations de rente, d'opportunités, de gains économiques. Voilà la situation économique, la situation dramatique et ces élites. Alors, entre guillemets, ces catégories dirigeantes défaillantes attendent qu'il y ait une reprise en main de ce qu'on appelle, eh bien, par euphémisme, la communauté internationale. Il n'y a pas de communauté internationale. Il faut dire qu'il y a tout simplement l'hégémonie exercée par les États-Unis d'Amérique sur la question haïtienne. Non seulement une hégémonie qui date depuis le XXe siècle, à partir de l'occupation américaine de 1915, mais également une occupation à moindre coût, qui porte par son nom très souvent une sorte de tutelle déguisée qui permet aux États-Unis d'Amérique de décider tout, et même la désignation d'un chef de la police ou bien même la formation des gouvernements, d'exercer la souveraineté à la place des Haïtiens. Donc la souveraineté haïtienne, elle est complètement évacuée, elle est confisquée par les États-Unis d'Amérique. Or, les Haïtiens, et j'en termine par là pour répondre à votre question, pour situer cette dramatisation, c'est que les Haïtiens s'attendent à ce qu'il y ait bien une intervention des États-Unis d'Amérique, notamment pour corriger, pour apporter la sécurité. Ils se trompent. Supposons que les États-Unis interviennent, ce serait par troupes interposées, c'est-à-dire à travers une mission internationale. Et là encore, cette mission ne pourrait pas résoudre le problème, elle peut peut-être sans doute colmater les brèches, mais la vraie solution ne dépend que des Haïtiens eux-mêmes. Ben, c'est bien dit, professeur Jacques Nézy. La vraie solution, ça doit émaner, disons, des Haïtiens, même malheureusement, on a l'intention que les Haïtiens, ils n'ont pas pris conscience de cette vérité. Ça veut dire qu'il y a toujours cette tendance à aller chercher la solution ailleurs. Et peut-être dans l'histoire d'Haïti, on a eu quand même pas mal de solutions un peu, si on peut les qualifier pépais, mais les Haïtiens n'ont jamais été partie prenante. Et je pense que toute décision qui venant de l'extérieur, ça ferait obstacle ou bien, disons, ne répondrait pas forcément aux besoins des Haïtiens en ce sens. Qu'est-ce que vous en dites à propos? Moi, je pense qu'il y a une déformation de l'histoire haïtienne. Quand je dis déformation, c'est-à-dire une appropriation qui n'est pas juste de ce qu'est le projet d'émancipation politique d'Haïti. Le vrai projet d'émancipation, on le sait bien, eh bien, il a commencé dans les soutes, dans la cale des bateaux, et puis s'est poursuivi, et puis s'est manifesté le 14 août 1791, et puis est souligné de façon forte, virulente, et 1793, et puis 1803. Donc, ces différentes étapes construisent le projet d'émancipation politique d'Haïti, c'est-à-dire qui vise à se débarrasser de tout asservissement et qui construit une sorte d'insoumission structurée par les différentes trajectoires. Alors, il arrive qu'à un moment donné, très souvent, les élites haïtiennes, notamment à partir du régicide de l'empereur, de Jean-Jacques Dessalines, son assassinat, combinaison de tous ceux qui convoitaient le pouvoir. À partir de ce moment, eh bien, il y a une appropriation, j'ai envie de dire, qui est complètement erronée de notre histoire. C'est-à-dire, cette histoire fait l'objet d'une appropriation ambivalente. Il y a une partie qui la revendique comme étant un butin de guerre, c'est-à-dire, c'est cette histoire qu'on a construit, nous, Haïtiens,
Et au nom de cette histoire, on peut revendiquer la souveraineté et également exprimer le désir d'être haïtien. Mais il y a une autre partie de cette élite haïtienne, c'est là où le côté ambivalent, qui considère cette histoire peut être instrumentalisée, c'est-à-dire pour la conquête du pouvoir. C'est-à-dire, il y en a qui, certes, au nom de l'exercice de la souveraineté, mais en même temps font appel à l'ingérence étrangère, à l'intrusion comme étant une solution palliative et comme étant un élément les aidant à conquérir le pouvoir. On se rappelle par exemple, Félicité Salomon a même proposé aux Américains de céder le Môle Saint-Nicolas à condition que les États-Unis d'Amérique soutiennent les forces de l'Ouest pour l'aider à conquérir le pouvoir. Il est vrai, les États-Unis avaient dit non. Et puis, on voit bien aussi qu'il y a d'autres moments dans l'histoire, après l'occupation américaine, Sténio Vincent, Lescaut, et bien Borno, tous ces présidents ont consenti finalement. On dit oui, hein, il faut le rappeler, ce sont les soldats, les cadres militaires américains qui réglaient les émoluments des dirigeants haïtiens. Et les dirigeants haïtiens étaient d'accord. Donc, il y a une part souvent de rupture avec notre histoire, une histoire tranchante, une histoire qui transcende oui, qui vont conduire les Américains à fuir. Alors, oui, je disais que, eh bien, très souvent dans l'histoire, on retrouve qu'il y a des masses paysannes qui, eh bien, émergent, c'est-à-dire qui tentent de rompre avec la communauté de souffrance à laquelle elles appartiennent pour s'imposer sur la scène et pour contribuer à forger une histoire souveraine, une histoire d'émancipation telle qu'elle a été écrite depuis 1791, 1793, 1803. Alors aujourd'hui, pourquoi les Haïtiens encore? Et aujourd'hui, il y a une partie des élites haïtiennes qui revisite cette histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ambivalente, c'est-à-dire en tirant des gains de leur soumission, notamment vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Et j'ai envie de dire que ces Haïtiens se comportent comme dans ce que la Boétie appelle la servitude volontaire. C'est-à-dire ils se comportent déjà comme étant esclaves des États-Unis d'Amérique. Non seulement des États-Unis d'Amérique, mais du blanc. C'est-à-dire ils ont cette mentalité d'esclaves, ils sont prêts déjà à s'agenouiller, ils sont prêts à se soumettre avant même le désir du blanc, parce que ce qui accompagne cette génuflexion et cette mise en croix de la souveraineté, c'est la conquête du pouvoir. Et au nom de cette obsession pour le pouvoir, ils sont prêts à sacrifier tout ce qui était symbole, tout ce qui était valeur liée à l'indépendance haïtienne, et qui est la troisième révolution universelle, il faut le dire, après la révolution française, la révolution américaine, la révolution haïtienne. Mais cette révolution, elle est très souvent sacrifiée sur l'autel de la conquête des intérêts matériels, des intérêts catégoriels, tels qu'on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a une part d'Haïtiens qui, aujourd'hui, ils auraient pu, si on prend le cas de l'insécurité. L'insécurité, c'est une insécurité, il faut le dire, construite, entretenue, par une catégorie d'Haïtiens, et aussi avec l'aide des acteurs internationaux, tels les États-Unis d'Amérique, tel le corps groupe. Il ne faut pas l'oublier. C'est Madame Lalime qui avait d'ailleurs invité les gangs à se fédérer, c'est-à-dire à se réunir. Aujourd'hui, on a cette confédération de gangs criminels, eh bien, qui tuent, qui assassinent, qui violent, au nom de quoi, on ne sait pas. Mais ils avaient déjà l'aval de Madame Lalime. Donc, quelque part, il y a une connivence, d'une part, entre les acteurs internationaux,
et pas des moindres, la mission des Nations Unies en Haïti, les États-Unis, le groupe. Et autre exemple pour souligner cette mise en croix de la souveraineté nationale, mais acceptée par une bonne partie des élites haïtiennes, c'est que les élites, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce gouvernement, le Conseil présidentiel de transition, par exemple, adresse son carnet de commande d'armes auprès d'Israël, mais les États-Unis ne l'approuvent pas. Mais qui empêche à ce moment-là, au Conseil présidentiel de transition, d'adresser un carnet de commande à la Chine, à la Russie? Ben, il ne le fait pas parce que, eh bien, ils ont des intérêts catégoriels à défendre dans une sorte de complicité avec les États-Unis d'Amérique. Alors, pour conclure, j'ai envie de dire que ce qui se passe aujourd'hui en Haïti n'est autre que la traduction d'une alliance, où il y a un chevauchement de logique d'intérêt public, d'intérêt privé, de logique d'intérêts nationaux, transnationaux, et qui tendent à composer une sorte de situation hybride, mélange entre ce qui apparaît en une sorte d'état-milice et une sorte d'État effondré. État-milice parce qu'on voit dans certaines parties du territoire haïtien, il y a des gangs qui assurent la sécurité de la population et la population l'accepte d'ailleurs. Malheureusement. Oui, et la population l'accepte d'ailleurs parce que cette population, elle est aux abois, elle n'a de sein, comme on dit, elle ne sait plus à quel sein elle se vouait, donc elle s'en remet les mains et poings liés au chef de gang qui, on peut dire, exerce une sorte d'autorité au nom de l'État. Donc j'ai envie de dire qu'il y a une sorte de recomposition de l'État, une sorte de transformation de l'État, c'est-à-dire un État milice, c'est-à-dire un État qui est géré de façon partielle par la toute-puissance des gangs dans des quartiers, notamment quand on le voit à Mirebalais, quand on le voit par exemple à Martissan, quand on le voit dans une bonne partie du territoire porto-princien. Mais à vous écouter parler, professeur Jacques Nézy, on a l'impression que tout est perdu. Est-ce que c'est ça l'idée? Est-ce qu'on peut toujours espérer quelque chose? Est-ce qu'on peut faire confiance à l'avenir? Eh bien, il ne faut jamais injurier l'avenir et toujours garder espoir. Moi, je pense que l'espoir haïtien aujourd'hui, il peut se dessiner à travers ce que j'appelle l'élite résiduelle, c'est-à-dire une bonne partie de l'élite, c'est-à-dire en général, pour moi, son profil renvoie à 3 caractéristiques, c'est-à-dire une élite vertueuse, une élite patriote, une élite compétente, patriote, incorruptible. Voilà. Pour moi, ce sont ces 3 éléments agrégés qui pourraient permettre de dessiner les chemins d'une nouvelle haïtianité, c'est-à-dire qui dépasserait cette intrusion, qui dépasserait cette captation de la souveraineté haïtienne faite par les États-Unis d'Amérique et cette captation de la souveraineté qui permet aux élites d'assurer la captation de leur côté des ressources nationales. Donc, aujourd'hui, et cette élite vertueuse, c'est-à-dire nationale, patriote, compétente, incorruptible, on peut aussi la former à partir des figures aussi vertueuses de la diaspora. Et je crois, alors vous allez me dire, mais comment arriver au pouvoir? Eh bien, pour le moment, il y a que 2 voies. Soit cette élite tend à s'organiser comme étant une force politique pour participer aux prochaines élections, soit elle décide à travers les armes, le statu quo. Ça peut se faire. C'est dans l'ordre du possible parce qu'on est dans la politique. Soit ces groupes entendent, c'est-à-dire des groupes armés qui conquièrent le pouvoir, mais pas pour reproduire une situation de criminalité comme on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire pour pacifier la société haïtienne et dessiner les chemins d'une nouvelle espérance pour les Haïtiens souffrants. Mais j'ai bien aimé votre dernier concept, une élite incorruptible. Mais on a tendance en Haïti à dire qu'on est tous responsables de la situation. C'est sûr que vous avez déjà entendu parler
de cette tendance un peu générale pour dire que les Haïtiens sont tous des corrompus, les Haïtiens sont tous des mauvais, les Haïtiens... Écoutez, personne n'est épargné de ce mode de réflexion. Mais cette élite vertueuse, cette élite incorruptible, comment est-ce que vous la définissez vous-même? Eh bien, cette élite vertueuse, incorruptible, et pour moi, elle se définit par sa capacité et à une vision transformatrice de la société haïtienne. Vous voyez bien, c'est-à-dire c'est une élite qui aurait à s'inspirer de ce qui a été fait par les ancêtres de la guerre de l'indépendance, c'est-à-dire à revisiter les valeurs symboliques et qui sont liées à l'engagement, c'est-à-dire le dépassement, c'est-à-dire avoir une conviction chevillée au corps et aussi avoir une capacité d'assurer le respect et de rechercher l'honneur pour Haïti. Cet honneur, on l'a perdu depuis de longues années parce que les Haïtiens diluent cet honneur dans la quête de ressources matérielles et de subsides, de pratiques criminelles et de pratiques même liées à l'économie criminelle. Donc, il faut reconstruire l'honneur, il faut à ce moment-là revisiter tout ce qui a été entrepris de façon éloquente et de façon glorieuse par la génération de 1791 à 1804, puis et revisiter aussi des pages glorieuses de notre histoire, par exemple toute la période de 1860 à 1898 où il y a eu des parlementaires sérieux, nationaux qui défendaient les intérêts haïtiens. Il faut aussi revisiter toute la période, par exemple, de 1946 avec estimé la période aussi, quoique éphémère, de Daniel Fignolet, c'est-à-dire eh bien s'inspirer des valeurs d'abnégation, de dépassement, d'engagement des acteurs politiques haïtiens et qui ont donné à ce pays son honneur et sa place dans l'histoire mondiale. Je crois que c'est cette responsabilité qui incombe à cette élite vertueuse que j'appelle de mes voeux patriote, compétente, incorruptible. Incorruptible, j'insiste là-dessus, parce qu'on voit bien depuis quelques années ce qui intéresse les acteurs politiques haïtiens, puisque vous savez, une bonne partie des acteurs politiques haïtiens n'ont aucun métier. Hein? La grande majorité, on peut dire, ce sont des brasseurs de transition, c'est-à-dire qui fabriquent des coups. Ils s'entendent comme des larrons en foire pour paver la voie à des situations d'instabilité politique permanente, parce que c'est à travers l'instabilité politique qu'elle arrive à tirer les marrons du feu et qu'elle arrive aussi à construire des situations d'opportunité et ce que j'appellerais une sorte de captation et même de capture des ressources de l'État, comme on le voit aujourd'hui entre le secteur privé qui occupe tous les contours de la gouvernance haïtienne, c'est-à-dire c'est un membre du secteur privé, quoique c'est une nébuleuse. Quand on dit secteur privé, ce ne sont pas des entrepreneurs au sens schumpeterien du terme, c'est-à-dire des gens qui prennent des risques et qui ont une imagination créatrice, c'est-à-dire création d'emplois, qui ont aussi une capacité d'innover et de rompre avec des pratiques. Mais ce sont des brasseurs d'affaires, c'est-à-dire des importateurs et qui segmentent le marché, qui le divisent en différents oligopolaires, c'est-à-dire 2 ou 3 acteurs qui dominent un ou 2 secteurs du marché, mais avec l'État. Comme je le disais tout à l'heure, le secteur privé aujourd'hui, il est occupé par 2 grandes figures, c'est-à-dire le Conseil présidentiel de transition, un membre du secteur privé, le Premier ministre, également un membre du secteur privé, et puis ils arrivent à détenir non seulement l'appareil administratif, c'est-à-dire ils ont la douane, ils ont la Direction générale des impôts, ils ont le ministère des Finances,
puisque c'est eux qui composent le gouvernement. Et aussi, ils ont les différents postes diplomatiques, c'est eux qui nomment et qui vendent les différents postes dans la diplomatie haïtienne. Il n'y a plus de diplomatie, on peut dire. C'est une sorte de factory de distribution de prébendes et aussi un système de bossisme comme on a vu aux États-Unis, une sorte de boss, c'est-à-dire qui permet de trouver et d'obtenir des emplois à sa clientèle en vue de garder le pouvoir. Et puis, il y a cette connivence, ce que j'appelle cette captation de ressources de l'État au profit de secteurs privés, c'est-à-dire c'est eux qui arrivent en même temps à occuper les principaux segments du marché, c'est eux aussi qui font des transactions avec l'État, c'est-à-dire sans passer par le marché public. On voit par exemple le contrat qui a été signé entre le Premier ministre et par exemple des mercenaires, un contrat qui vise à la décharge de l'État, c'est-à-dire l'État n'aura plus à prélever impôts et taxes, et puis ce seront donc cette compagnie, cette société externe, cette société privée qui va prélever impôts et taxes. Non seulement on voit ici qu'il y a un renoncement de l'État, mais c'est que une bonne partie des taxes prélevées et impôts par la compagnie d'Éric Pierre va être partagée par le gouvernement. Et on voit bien aussi comment ce gouvernement a partagé les ressources qui étaient destinées, par exemple, au renseignement. Donc, il y a tout simplement aujourd'hui en Haïti, non pas un gouvernement qui prend en charge les rênes de l'État, mais un gouvernement qui s'occupe de la satisfaction de ses intérêts, de la satisfaction de ses bandes mafieuses et de ses clans. Très bien. En fait, ben, pour l'instant, Dr Jacques Nézy, ben, on voit que vraiment le schéma, le portrait, c'est négatif, mais on ne fait pas confiance, on garde quand même l'espoir. Mais je comprends. Mais par exemple, quand nous parlons de la refondation aujourd'hui de l'État, et la refondation de l'État haïtien, mais moi je pense que c'est plus qu'une nécessité. Mais c'est par où commencer, selon vous? Bon, à mon avis, il faut commencer par d'abord, par quels sont les acteurs, par identifier les acteurs qui pourraient construire cette refondation. Elle ne va pas se construire tout seul. Quand on dit ce n'est pas un objet magique, lointain, c'est possible, mais sauf que il faut des hommes, des femmes, animés de cet esprit du dessein que j'ai essayé tout à l'heure d'expliquer, c'est-à-dire ce dessein de conquête de la souveraineté nationale. Donc il faut d'abord des hommes, des femmes qui ont une conviction chevillée au corps, comme je le disais tout à l'heure, qui ont une vision stratégique. Quand je dis stratégique, qui savent très bien, la place d'Haïti à travers la révolution, qui est aujourd'hui, souillée, la révolution haïtienne, et en même temps, qui tend à comprendre aussi quelle place occupe Haïti sur le plan géostratégique. C'est-à-dire, il faut redéfinir cette refondation en s'ouvrant vers l'autre, dans cette construction de l'altérité, intégrer ce qui se fait de l'autre côté. Et vers l'autre côté, c'est quoi? C'est un monde multipolaire qui est en train de se construire. Qu'il y a plus l'Occident aujourd'hui, il est en train de, il perd tout ce qui était attractif, l'Occident. Il y a même une décomposition du monde, et cette décomposition du monde peut aider à la refondation de l'État en Haïti. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la souveraineté haïtienne, il faut la reconquérir. C'est au nom de cette souveraineté, et accompagné d'une vision stratégique, que ces hommes vertueux pourraient engager la refondation. Comment? Par la reconstruction d'abord, par l'État, c'est-à-dire avoir les appareils répressifs, reconstruire la police, réformer la justice, réformer l'armée, ensuite des institutions régaliennes, la défense du territoire, qui assure la défense du territoire, la sécurité du territoire, qui en assure,
et puis comment Haïti va construire ses relations dans une sorte d'altérité. Comment intégrer l'autre? L'autre, c'est la Chine. L'autre, c'est la Russie. L'autre, ce n'est plus Taïwan. Parce que les Haïtiens tendent à avoir une relation avec Taïwan qui n'a qu'une politique du chéquier, c'est-à-dire qui tend à donner aux dirigeants haïtiens 2 millions comme il le fait aujourd'hui, c'est-à-dire paye le loyer de l'hélicoptère qui transporte les membres du CPT, alors qu'au fond, la République dominicaine à côté est en train de construire des relations durables avec la Chine. La Chine dispose des milliards pour investir dans la Caraïbe. Or, Haïti est bien situé sur le plan géopolitique. On n'est pas loin du canal de Panama. Et puis, les Américains aussi, ils savent très bien quel rôle Haïti joue sur le plan géopolitique. Mais Haïti ne tire pas suffisamment de gains de l'enjeu stratégique qu'elle représente. Donc, il faut, dans cette reconstruction, non seulement charger de cette souveraineté qui aura pour fonction la sécurité, la défense du territoire, mais également retisser de nouvelles relations avec l'autre, avec les États-Unis d'Amérique, construire des relations avec la Chine, la Russie, l'Afrique, et puis le BRICS, c'est-à-dire cet ensemble de pays émergents du Sud qui savent très bien que désormais l'Occident ne peut plus garder cette même hégémonie qu'il exerçait sur le monde. On voit bien à travers la guerre russo-ukrainienne et que la Russie tente de construire aussi un nouveau deal avec la Chine avec l'Iran, avec les pays du BRICS, c'est-à-dire le Brésil, l'Inde et bien l'Afrique du Sud. Et il y a un ensemble de pays du Sud. Donc Haïti ne peut pas rester sourde, elle ne peut pas rester muette. Elle a aujourd'hui un boulevard devant elle, c'est-à-dire elle a des atouts pour reconstruire cet État, la refonder sur de nouvelles bases. Très bien. Merci, professeur Jacques Nézy. Oui, nous devons exploiter, disons, c'est la décomposition de l'Occident actuellement pour repenser, disons, notre propre société, la société haïtienne. Ça peut être une opportunité, mais il faut être attentif. Il faut voir le bon côté des choses. Ça veut dire que la décomposition, le fait que l'Occident perd ses dents aujourd'hui, ça peut être pour nous une opportunité de repenser l'État haïtien. Mais quand nous disons par où commencer, la responsabilité, vous le dites clairement, c'est les élites ou les élites vertueuses incorruptibles. Mais écoutez, aujourd'hui, la diaspora haïtienne est pratiquement écartée de toutes les décisions nationales. On nous traite très souvent on nous considère comme des traîtres, comme des gens qui évitent le danger. Mais quel serait le rôle de la diaspora dans la refondation de l'État en Haïti? Ah oui, la diaspora, pour ma part, a un double rôle. Et premièrement, elle peut participer par la qualité de ceux qui la composent, c'est-à-dire des hommes, des femmes. Il y en a qui ont fait non seulement des grandes études dans la diaspora, mais également qui ont travaillé avec des institutions où ces femmes, ces hommes brillent, des institutions, soit des institutions internationales, soit des institutions nationales, aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Canada. Donc, ils ont une expérience, un savoir-faire. Ils peuvent être, si vous voulez, ce que je pourrais appeler, eh bien, les pèlerins de cette nouvelle reconstruction de l'État. C'est-à-dire, ils ont la capacité, ils ont la technologie, ils ont l'ingénierie qui est nécessaire à structurer cette refondation. Ils ont la vision, ils ont la capacité de le faire. Donc, ils savent de quoi on parle. Et puis, ils ont les outils nécessaires pour le faire. Ça, c'est une première chose. Et puis, le deuxième élément que pourrait jouer la diaspora, eh bien, c'est à travers la construction de lobbying, à travers la construction des réseaux. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile internationale. Et donc, la diaspora haïtienne peut, à ce moment-là, à travers une campagne de communication, se rapprocher de toutes les instances des politiques nationales, leur faire comprendre eh bien
qu'il y a une possibilité de gérer autrement leurs relations avec Haïti. C'est-à-dire, il ne s'agit plus d'une sorte de relation d'assistance, c'est-à-dire où très souvent la coopération internationale, eh bien, tend à considérer Haïti comme étant une mendiante dans laquelle qui tend qui tend eh bien est toujours nos bols de ses billes, qui tend à demander à chaque fois, mais non, on reconstruit pas par l'aide, mais on reconstruit par de nouvelles relations de partenariat. Et la diaspora peut être amenée aussi, non seulement à construire de nouveaux tissus pour reconstruire le partenariat entre Haïti et les autres pays où vivent ces diasporas, notamment la diaspora nord-américaine, États-Unis, Canada, et puis la diaspora européenne, notamment la France. Donc, et puis ensuite, cette diaspora aussi, notamment celle qui est détentrice de capitaux, pourrait à ce moment-là fonder une banque d'investissement entre Haïtiens et cette banque d'investissement aurait pour fonction d'accompagner l'investissement en Haïti et de susciter, par exemple, on sait très bien, quand on cherche l'IDE, c'est-à-dire les investissements directs de l'étranger, mais c'est la diaspora qui pourrait alimenter ces investissements directs de l'étranger. C'est-à-dire, elle a cette capacité, certaines figures d'entre elles ont cette capacité d'investir dans des secteurs, dans des activités lucratives en Haïti destinées à la création d'emplois et en même temps aussi à changer l'environnement politique et changer les liens que cette diaspora entretient avec Haïti. Voilà, pour ma part, les trois fonctions, les trois rôles que pourrait jouer la diaspora dans cette refondation de l'État. Mais merci beaucoup pour, disons, pour cette brillante intervention. Et écoutez, mais c'est sûr que nous sommes arrivés un peu au thème de notre échange pour aujourd'hui. Écoutez, c'est sûr que professeur Jacques Désir aura d'autres interventions sur les thématiques en lien avec Haïti. Et vous qui nous suivez en ce moment, aujourd'hui, les sujets de la discussion, c'était la refondation de l'État haïtien. Et notre invité, c'était professeur docteur en sciences politiques Jacques Neuzy, qui est aussi auteur de ce livre « Haïti, la fabrique d'une communauté de semblables, des solutions pour l'avenir », publié aux éditions Gouttelette. Et c'est sûr que vous allez pouvoir, commander ce livre via Amazon dans les jours à venir. Professeur Neuzy, avez-vous un dernier mot pour clore notre échange pour aujourd'hui? Oui, bon, si vous voulez, oui, je vous remercie de m'avoir invité, mais avec plaisir, on reviendra, je pense, sur votre invitation, sur l'État. Je pense que c'est un sujet très, très utile. Et puis, très souvent en Haïti, quand on parle de l'État, les gens pensent toujours c'est quelque chose d'abstrait. Oui, le concept en lui-même est abstrait. On peut dire il y a une part de fiction quand on parle de l'État. Chaque société a son État, puisque chaque société a une trajectoire particulière, a une relation particulière avec l'histoire. Et l'État, dans chaque société, ne prend la forme de son histoire. En Haïti, c'est l'État qui fait la nation haïtienne. C'est l'État qui fait la société haïtienne. C'est-à-dire que au moment de l'indépendance, ce sont les généraux, c'est-à-dire Dessalines, assistés donc d'Inginac, assistés de Bois-en-Tonnerre. Ce sont ces généraux, Christophe, Pétion, qui ont pris la décision de forger, à travers ce discours du 1er janvier sur la place des Gonaïves. Et là, à partir de ce moment, c'est eux qui ont construit ce cabinet. Inginac, il faut le rappeler, qui a traversé 4 cabinets jusqu'à même Pétion. Inginac, lui, il a posé les bases de cet État. Et cet État,
qui n'était autre qu'un État militaire, c'est-à-dire la construction même du pouvoir haïtien est d'essence militaire. Dans chaque département, il y a un militaire, un général, et ce général avait comme attribution la sécurité, et puis la défense du territoire. Et c'est cet État, l'État dessalinien, tout de suite, qui a eu cette idée de construire des forts, parce qu'à tout moment, les Français voulaient revenir. Alors certains disent que Boyer aurait dû utiliser les différentes forteresses mises en place par Dessalines pour éviter tout retour des Français. Mais bon, on ne vous fait pas l'histoire, peut-être on reviendra une fois aussi sur ce sujet qui me paraît important, la restitution de la dette de l'indépendance, ça c'est un autre sujet. Mais pour revenir à l'État haïtien, donc l'État haïtien, il est militaire, c'est-à-dire c'est l'État qui a construit la nation, c'est-à-dire qui permet à chaque Haïtien de se sentir haïtien, et c'est l'État qui veille aussi à la défense du territoire, qui protège cette souveraineté et qui donne à l'âme haïtienne sa fierté, qui donne à l'haïtienne les valeurs qui sont attachées à ce qu'on peut appeler aujourd'hui une haïtianité, c'est-à-dire la fierté de dire d'être haïtien, parce que la première nation nègre indépendante et qui construit là une valeur universelle, liberté, égalité. C'est-à-dire aucun homme ne doit être soumis à la chaîne, à la servitude. C'est donc un message important, universel. Et ce message universel de l'État militaire haïtien va donc comme inonder comme un torrent inarrêtable le continent latino-américain, qui va conduire Simon Bolivar à rechercher de l'aide en Haïti, auprès de Dessalines dans un premier temps, et auprès de Pétion, et puis l'Afrique. Donc, quand on parle de l'État en Haïti, c'est pas une petite affaire d'un État rabougri, aujourd'hui humilié, d'une part par les Haïtiens eux-mêmes, et puis par les puissances internationales, mais on veut parler d'un État robuste, qui a pris sa responsabilité et qui a non seulement permis aux Haïtiens d'être libres, mais également qui a revendiqué la capacité de recevoir tous ceux qui étaient persécutés, qui recherchaient la liberté, n'est-ce pas? Même quand Hitler recherchait les Juifs, eh bien, il y a des ambassades haïtiennes qui accordaient des passeports haïtiens aux Juifs, c'est-à-dire au nom de cette valeur d'accueil à tous ceux qui luttent pour leur liberté. Haïti est donc une grande nation. Haïti, par son histoire, a conquis le monde et a envoyé un message universel au monde. Vous avez fermé votre micro. Merci beaucoup. Je dis que c'était une vraiment fructueuse, disons un fructueux échange avec professeur Jacques Nézy, bien sûr, la refondation, la nécessité de la refondation de l'État haïtien. En tout cas, vous aurez la possibilité de suivre d'autres interventions de ce personnage habité, disons, animé, disons, par la pensée de voir les choses différemment en Haïti. Monsieur Jacques Nézy, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Le rendez-vous, ça va être pour la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Merci, au revoir. Bye bye.